faire une petite introduction quand même pour présenter l'atelier, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous ne nous connaissent pas. Et ensuite, je vous présenterai donc le projet Claude Dillin de l'école Claude Dillin, dans le cadre de décortiquer la commande. Donc l'atelier télescopique est un atelier de design visuel basé à Lille depuis 25 ans, on a fêté nos 25 ans cette année. Donc voilà, je vous présente l'équipe de l'atelier télescopique. On pourrait croire que c'est une bande ou un groupe de rock'n'roll, mais non. On est vraiment mauvais en musique, on sommes bien un designer graphique. Alors avec dans l'ordre d'apparition de gauche à droite Stéphane Meurice, ensuite Baptiste Servet, ensuite Xavier Meurice qui est très timide, donc il se cache un petit peu, Maxence Cheval, moi donc, et ensuite Adrien Jean Pépégel. Voilà, donc 6 designers, un terreau commun, le design, avec des petites spécialités pour chacun. Donc Stéphane qui travaille plutôt sur le design d'objets, l'art plastique, toutes les problématiques de fabrication liées à un projet. Baptiste qui est plutôt qui est le seul non-designer de l'équipe, qui est dev web, travaille aussi un peu sur l'UX. Xavier Meurice qui est plutôt designer mais un peu plus orienté illustration. Et Maxence et Adrien qui sont designers graphiques, qui touchent un peu à tous les médias, tous les supports. Et donc moi qui suis plus orienté vers le design signalétique et la conception de caractères typographiques. Alors au bout de 25 ans, même si initialement en sortant des études, on avait tous des petites couleurs chacun, au bout de 25 ans, voilà, les territoires ont un peu évolué, on s'est tous plus ou moins mis à travailler sur de l'illustration, sur de la typographie, enfin, voilà, tout s'est un peu mixé. Bon, mais l'idée de base, c'était vraiment d'avoir une complémentarité dans les usages des pratiques. Donc télescopique, l'atelier télescopique pour du design visuel, et puis sa petite fonderie numérique associée, un siphon, donc qui regroupe en gros toutes les créations typographiques de l'atelier depuis sa création. Donc tous les deux sont nés en 98. Un siphon s'appelait à la naissance la fonderie nordique. Voilà, l'idée c'était qu'on concevait des polices de caractères pour nous. Au début on ne les diffusait pas, et puis au bout de quelques années, on commençait à avoir plusieurs familles de caractères, plusieurs caractères. On avait de plus en plus, de manière fréquente, des coups de téléphone de designers qui avaient vu nos polices de caractères et qui souhaitaient les utiliser. Donc à l'époque, le web était encore à ses tout débuts, donc c'était pas possible de diffuser, il n'y avait pas de plateforme de diffusion. Donc on envoyait les fichiers, et puis voilà, ils nous payaient comme ça. Au bout d'un certain temps, à partir de 2003, les plateformes de diffusion sont apparues. Donc voilà, on a créé la plateforme, la fonderie digitale, la fonderie numérique, ainsi pour diffuser nos caractères. L'activité de l'atelier, on va dire qu'aujourd'hui, c'est entre 50% et 50% d'auto-édition. Donc on travaille sur nos propres projets, on développe, démarre des concepts. Je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir puisque je ne suis pas là pour ça, mais en gros c'est ça. Et des projets de commande. Donc auto-édition, il y a Télescopique, un siphon dedans, je viens d'en parler, la fonderie numérique, Wassim qui est une marque de fringues avec des motifs graphiques ou typographiques, Pictomato, là on est plus sur les arts numériques, les NFT, les cryptos, etc. C'est un domaine qui se développe de plus en plus. Germo autour du design olfactif, voilà, plein de projets perso. Et à côté, les projets de commande. Pardon, je vais rester 2 minutes sur l'auto-édition. Donc je vous ai mis quelques exemples. Je vous ai amené d'ailleurs, si vous souhaitez consulter après la conférence les petits bouquins, là donc c'est des objets auto-édités, entre autres ce livre qu'on a édité, coédité avec les éditions Invenit, que vous connaissez peut-être, qui est un éditeur local. Donc voilà, c'était un projet qui est né au moment du confinement. On s'est tous retrouvés chez nous, l'ensemble des designers de l'atelier, on s'est fixé comme défi
pour garder le contact tous les jours, de créer une affiche par jour. C'est devenu un jeu, on est rentré dans ce jeu, tous les soirs on se réunissait à 17 h, on faisait une sorte de comité de rédaction, de sélection. Chacun avait travaillé en fonction de son planning sur la conception d'un visuel, on montrait chacun son affiche. Et l'idée c'était que l'affiche qui remportait 3 suffrages, on était 5, donc 3 voix, était éditée le soir même sur les réseaux sociaux. Et donc le confinement a duré une 60aine de jours, enfin 53 jours, et donc on s'est retrouvé avec 53 affiches au final. Donc ces affiches, on a eu l'occasion de pouvoir les montrer. Il y a eu une exposition qui a été montée autour de ces affiches, et à l'issue de cette exposition, il y a eu une édition qui a été publiée. Donc voilà, le livre Défense de s'afficher en public. Une autre édition que je vous ai amenée également, à l'occasion des 20 ans de la fonderie Ainsi Fonte, qui regroupe en gros une petite quarantaine de familles de caractères qu'on a créées pendant une vingtaine d'années. Donc on les retrouve dans cette petite édition. Des expositions auxquelles on participe assez régulièrement. Donc celle-ci, c'est la plus récente, assez intéressante, parce que la thématique, c'était justement la création typographique, ce qui est assez rare pour ne pas être souligné. Voilà. Donc la ville de Lambersart, la métropole lilloise, qui avait organisé une exposition autour des caractères typographiques et qui avait convié plusieurs designers à venir exposer leur travail. Une autre exposition, j'avais croisé, je pense, une délégation de Cambrai qui était venue voir cette exposition. Dans une galerie aussi qu'on avait participé à monter au moment de l'île 2020 Capital du Design. Pardon. Donc il nous semblait qu'il y avait un petit manque autour de la programmation du design graphique durant cette capitale mondiale. Voilà, on avait trouvé un lieu, on s'était associé avec des camarades, et pendant une année on avait diffusé des arts visuels, du design graphique entre autres, de la photographie. Et voilà, et entre autres, voilà, j'avais eu l'occasion de pouvoir exposer dans cette galerie, et j'avais proposé de présenter un spécimen typographique à l'occasion de la publication d'une police de caractère qui s'appelle toujours d'ailleurs AF Mona. Et j'en parlais tout à l'heure, une petite application qui s'appelle Pictomato, qui est autour de la création de NFT. Une exposition qui avait été donnée dans une galerie lilloise qui s'appelle Acid Gallery. Voilà en gros pour la petite présentation, la petite introduction autour de l'atelier télescopique, de ce que nous faisons, et des divers supports sur lesquels nous travaillons. Donc voilà, nous rentrons dans le vif du sujet de décortiquer la commande. Et donc de ce projet en particulier, le groupe scolaire Claude Dylan. Donc on va discuter voilà, du design signalétique. Et alors il y a des noms qui apparaissent, wayfinding, on va dire, le design actif, etc. Plein de termes, mais voilà, en gros, pour simplifier et puis vulgariser un peu tout ça, le design signalétique. Donc l'idée, sur ce projet, il y a plusieurs process quand on intervient sur un projet en design signalétique. Il y a deux possibilités. Soit on arrive vraiment en bout de chaîne, une institution ou une industrie rentre dans un lieu, ils identifient une problématique de signalétique, donc ils font appel à nous, on arrive, on dresse une étude et on met en place un système de signalétique. Pour ce projet en particulier, là on est vraiment sur un concours concepteur-constructeur. Donc c'est en l'occurrence ici la mairie de Clichy-sous-Bois qui décide de construire un nouveau groupe scolaire. Donc groupe scolaire école élémentaire plus école primaire. Et ils font un appel à candidature sur ce concours. Donc il y a des équipes qui se montent autour de ça pour répondre à ce concours. Donc en général c'est un constructeur et un architecte. Et ensuite, en fonction de la demande, cette équipe décide de faire appel à des compétences spécifiques
pour répondre à cet appel à projet. Et donc dans ce projet en particulier, ils avaient besoin de la compétence de designer signalétique, d'où notre apparition dans l'équipe. Sur ce type de projet, ce qui fait la particularité de ce type de projet, c'est la temporalité. Alors ça, c'est quelque chose de fort sur des projets de design signalétique. Là où vous êtes un designer graphique, on va dire, on est amené à travailler sur des projets qui sont assez rapides. Là, ce type de projet de design signalétique peut durer 2, 3, 4, 5, 6 ans. Enfin, voilà, c'est très long. Entre le début du concours, l'appel à projet, et la livraison, c'est-à-dire la réception par la maîtrise d'ouvrage du bâtiment, peuvent s'écouler plusieurs années. Donc, entre le moment où vous allez réfléchir, concevoir le projet, mettre en place le langage graphique et la livraison, le laps de temps est vraiment très très long. Donc, entre ce qu'on conçoit, ce qu'on souhaite mettre en place au moment du concours et ce qu'on livre au final, des fois il y a des petites déceptions parce qu'on se dit on a tellement de temps pour revenir sur le projet, on se dit voilà, j'aurais pu, si c'était possible, je reviendrais sur certains aspects peut-être, je le ferais différemment, j'utiliserais des matériaux différents, et une fois que le concours est validé, on peut bouger un peu les lignes, mais on ne peut pas revenir complètement sur le projet. Donc voilà la maquette du projet. Donc la maquette est arrivée à la fin du concours, elle n'a pas participé à la candidature, donc elle a été faite par un designer, Alex Marivanti, de la team Tank Architect. Donc voilà, on se rend bien compte, on va dire, des idées directrices de ce projet. Donc je vais parler un peu architecture avant de passer au design graphique. Je pense que c'est important d'avoir quelques clés pour comprendre le projet, même si je ne suis pas loin de moi l'idée architecte. Donc le groupe scolaire Claudie Lin, le concours en 2013, la livraison en 2015, la maîtrise d'ouvrage les villes de Clichy-sous-Bois. Clichy-sous-Bois, c'est une ville d'une 30 000 habitants environ dans la région parisienne, à 15-20 minutes de Paris. Donc voilà, avec étonnamment un fort pourcentage de forêt dans cette commune. Je crois que c'est à peu près un quart de la superficie globale de la commune où on trouve des espaces boisés. Le constructeur, donc construction Faya. Une bonne partie des photographies qu'on va retrouver dans le dossier ont été faites par Julien Lanoux, un photographe un peu spécialisé dans l'architecture. Et donc l'architecte, l'équipe d'architectes mandataires, Tank Architect. Je ne sais pas de questions pour le moment. On se réserve les questions pour la fin. Enfin, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas, vous levez la main. Donc, sur ce type de projet, donc le graphisme de signalétique, c'est vraiment un domaine un peu particulier. D'ailleurs, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais je ne pense pas qu'il y ait d'école de design graphique qui soit spécialisée en graphisme de signalétique. Donc on en retrouve peut-être de plus en plus, on en retrouve dans quelques programmations pédagogiques de quelques écoles. Mais voilà, c'est un domaine qui est en devenir, qui existe, qui est bien présent de plus en plus. Mais voilà, enfin, moi je me trompe peut-être, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment une école spécialisée sur ce type de... Enfin, sur du graphisme de signalétique. Pardon. Donc définir un programme dans un premier temps. Donc ça se passe au moment du concours, juste après le concours, une fois que l'équipe est retenue. C'est un dialogue qui commence à se mettre en place entre l'architecte et le graphiste pour essayer d'identifier l'ensemble des besoins du bâtiment en termes de signalétique, de marquage, donc pour plusieurs raisons. Premièrement, identifier, repérer le bâtiment dans son environnement. Donc en particulier, voilà, ce groupe scolaire est positionné en plein centre de Clichy-sous-Bois. Donc l'idée, c'est de pouvoir le repérer dans son environnement. Donc, premièrement, de positionner une identité graphique forte qui soit repérable, et ensuite d'identifier tous les points qui vont demander de savoir où on se situe, comment s'orienter dans le bâtiment. Premièrement, donc, tout ce qui est lié à l'orientation.
et essayer d'identifier des espaces sur lesquels on va pouvoir se positionner pour mettre de la signalétique, ou des espaces, des endroits où on va pouvoir, des zones, ce qu'on appelle des zones d'expression, où les élèves vont pouvoir, et l'équipe pédagogique va pouvoir installer des éléments, des dessins, ce genre de choses. Et ensuite, le langage graphique, pour répondre à tous ces besoins de signalétique et d'orientation. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est sans doute lié à notre modèle de fonctionnement à l'atelier, c'est qu'on se pose très vite la question de l'utilisation de polices de caractère dans notre fonctionnement. Donc on commence très vite à développer en parallèle du langage graphique une police de caractère. Alors, pourquoi je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Voilà, c'est dans notre mode de fonctionnement, on estime que la place d'un caractère, d'une police de caractère, est vraiment prédominante dans ce type de projet, parce qu'on va la retrouver essentiellement, toutes les informations vont passer par la police de caractère et le traitement typographique. Et puis peut-être aller chercher à droite à gauche, comme se fait peut-être sur d'autres projets, essayer de trouver la bonne police de caractère, passer son temps dans les spécimens typographiques ou sur Internet. Ça prend tellement de temps qu'on se dit, voilà, on va peut-être l'un dans l'autre gagner un peu de temps en développant notre propre police de caractère. Donc on s'est très vite orienté vers ce type de dessin de caractère. Donc très condensé, peu large. L'idée c'est de gagner un maximum de place quand les textes vont être composés. Et de décliner en plusieurs graisses qui permet de s'amuser et de créer des jeux. Donc je parlais tout à l'heure de peut-être la première étape c'est de repérer le bâtiment dans son environnement. Donc l'idée c'est de poser une sorte d'enseigne pour que les gens puissent repérer et se dire voilà, je suis bien au groupe scolaire Claude Dilan. Ce qu'il faut savoir, c'est que toujours il y a un dialogue qui se met en place très rapidement entre l'architecte. En général, les architectes sont un peu frileux sur le fait de toucher à leur bâtiment. Donc si on peut éviter, voilà, de toute façon, leur discours en général, c'est voilà, si nous on a bien fait notre travail, on n'a pas besoin d'enseigner. Le geste architectural est suffisamment fort pour que les gens, au bout d'un moment, comprennent que c'est le bâtiment qu'ils recherchent. C'est vrai, c'est très beau voilà, dans l'idée, mais bon, on se rend compte qu'il peut tout pareil. C'est nécessaire de quand même positionner au minimum le nom du bâtiment, le nom de l'école. Donc voilà, ce projet en particulier fait que voilà, il y a énormément de surfaces vitrées. C'était l'intention première des architectes de vraiment d'installer un discours entre l'intérieur du bâtiment et l'extérieur, avoir quelque chose d'assez translucide, qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur et de l'intérieur voir ce qui se passe à l'extérieur, en tout cas sur certains espaces dédiés. Et on se confronte assez rapidement aussi sur... donc il y a une vraie force autour de ça, hein, le fait d'avoir des transparences, mais il y a des problématiques qui apparaissent lorsqu'il y a beaucoup de zones vitrées. C'est entre autres la problématique de sécurité et de collision entre les utilisateurs et le bâtiment. Donc sur ce projet en particulier, on a un peu perverti. L'architecte, quand il livre le bâtiment, il doit nécessairement sécuriser toutes ces parties vitrées. Ce qu'on retrouve en général, peut-être que vous avez déjà vu, peut-être que vous en avez ici, non. Mais on positionne généralement des pastilles. Voilà, c'est ce qui se fait de manière la plus bon, on retrouve là sur la porte d'entrée. Voilà, il y a des normes, donc soit des pastilles, soit une petite bande de 5 cm positionnée à 1,60 m de haut, soit une petite bande positionnée à 1,10 m de haut. Voilà, l'idée c'est d'éviter les collisions. Donc plutôt que de positionner juste ces pastilles ou ces lignes, on s'est dit pourquoi pas récupérer, pervertir un peu la demande et travailler sur des textes autour de poésie, de textes, de multiplication de mots, voilà, essayer d'amener un langage un peu plus poétique à ce bâtiment en utilisant ce besoin de sécurité, de sécuriser en tout cas les parties vitrées.
Donc là, on a travaillé autour de... En général, on essaye d'installer pareil un dialogue avec l'équipe pédagogique. Donc sur d'autres projets, j'ai en tête peut-être le projet d'un collège à Lille, Claude Lévi-Strauss, où là, on avait eu le temps de travailler avec l'équipe pédagogique. L'équipe pédagogique avait travaillé avec les collégiens sur des textes de Claude Lévi-Strauss. Ils avaient dégagé plusieurs textes, et à partir de ces textes, on avait positionné l'ensemble de ces textes, une partie de ces textes, sur les parties vitrées du bâtiment. Là, on n'a pas eu vraiment le temps d'engager ce travail avec l'équipe pédagogique, donc on a eu aussi ce... Voilà, on a travaillé aussi sur la conception-rédaction et l'écriture de ces textes. Donc on a fait assez simple, on ne s'est pas trop cassé la tête, on va dire. On est parti sur des auteurs assez... voilà, les classiques, on va dire Saint-Ex, on retrouve du Saint-Exupéry, on retrouve du Prévert, qui d'autre, je l'ai noté. Enfin voilà, en gros, l'idée c'était d'avoir suffisamment de textes pour pouvoir habiller, c'est à peu près 300 ou 400 mètres linéaires de parties vitrées. Voilà, donc avec plusieurs matériaux différents, tout ce qui est blanc, donc c'est de l'adhésif, on est sur l'adhésif, le blanc est opaque et le orange est translucide. Donc, ce qui est intéressant aussi avec ce travail sur les parties vitrées, c'est qu'en fonction des heures de la journée, on retrouve des projections à l'intérieur du bâtiment, et ce qui est plutôt sympa, ce qui vient animer aussi les parties intérieures du bâtiment. Donc on voit le rapport d'échelle aussi entre le caractère, enfin le corps de texte utilisé. On est sur des choses quand même assez présentes. Et ce qui est intéressant aussi avec ce travail autour de l'adhésif translucide et de l'adhésif opaque, c'est qu'il y a une inversion au moment de la tombée de la nuit, quand ils ouvrent, enfin qu'ils allument l'intérieur et que c'est plus clair à l'intérieur qu'à l'extérieur, l'adhésif opaque devient noir. En fait. Voilà. Blanc la journée et noir à la nuit tombée. Je vais développer un peu plus le travail typographique. Donc on a appelé ce caractère le playtime. Donc, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais on n'est pas on ne se considère pas comme typographe. On est vraiment graphiste, designer graphique, avec une sensibilité forte au dessin de caractère, mais voilà. Pourquoi je dis ça? On n'est pas typographe. Donc voilà, la conception d'une police de caractère est toujours liée à un travail de commande, à un projet de design graphique. Donc, sur certains projets, on se dit, voilà, on a le temps, on a la capacité de pouvoir en parallèle développer une police de caractère, donc on y va. Sur ce projet, voilà, sur des projets très longs comme des projets d'architecture, design signalétique, on sait qu'on a le temps, on va pouvoir développer une police de caractère. Donc ce qu'on fait, on engage ce travail, on développe les signes et les graisses qui sont suffisants pour pouvoir travailler sereinement sur le projet. En général, dans le deal, on précise, on cède l'exclusivité de l'utilisation de la police de caractère pendant 2-3 ans au commanditaire. Et au bout de 3 ans ou 5 ans, on récupère la police de caractère, on la met à jour si besoin, c'est-à-dire qu'on la développe un peu plus s'il y a besoin de graisses complémentaires ou de guides complémentaires. Et on la met à disposition de tout le monde sur la fonderie numérique Ainsi Fonte. Et voilà, et donc le Playtime, un petit hommage au film de Jacques Tati, Playtime, que vous connaissez sans doute toutes et tous, sorti en 1967. Voilà, et la particularité de cet alphabet, animation facile, c'est de pouvoir, en fonction de la graisse, se superposer. Donc on voit la partie centrale, c'est le Playtime dans sa version Sin, ensuite version Light, version Regular, version Bold et version Black. On voit ici, donc à partir de ces 5 graisses, de la plus légère à la plus grasse, en les superposant, ça donne des combinaisons un peu sympas, un peu ludiques, qui nous permettent de nous amuser dans son application sur la signalétique du groupe scolaire.
version scene, plus le regular, le bold. Animation classique. Donc l'application de la police de caractère est complète dans sa version light. Donc les minuscules, les majuscules, les chiffres alignés, les chiffres non alignés et des petites alternatives qu'on voit un peu ludiques qui permettent de s'amuser également avec ces caractères quand on compose des mots. La version régulière. Donc ce caractère il est assez brut. En fait, voilà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a aucune correction optique, et ce qui permet de pouvoir les superposer. Donc le caractère il atteint ses limites dès qu'on descend dans les corps de texte. Quand on va vers des corps de texte très petits, on se rend compte que certaines lettres bougent, c'est-à-dire qu'elles vibrent. C'est pas flagrant parce que là c'est en énorme, mais voilà, quand on commence à descendre des corps de texte assez petits, elle atteint ses limites. Mais bon, elle a été dessinée dans le but d'être utilisée en gros corps de texte ou en titrage. Je vais peut-être un peu vite dans les slides, bon, ça va? Tout va bien? Donc voilà, là donc on ne l'avait pas développé autant au moment du projet, le D-Lin. Par la suite, on l'a développé un peu plus dans ses graisses, dans le set de caractères complets. Et en parallèle, dans le projet, en parallèle du développement d'une police de caractères, on commence à développer le langage graphique qu'on va utiliser pour la signalétique du projet. Donc là, on commence à avoir quelques signes, quelques principes. Donc pareil, toujours on sait pertinemment qu'on s'adresse à un public. Donc, ce public en particulier, c'est voilà, on va dire qu'on travaille essentiellement pour les écoliers. C'est de 3 ans à 10 ou 11 ans, si tout se passe bien, en général dans l'élémentaire et le primaire. On travaille sur des formes assez simples. Pareil, le choix du caractère tout en rondeur, non seulement il est développé dans ce style, le côté rond, mais aussi il est développé dans ce sens, parce qu'on a toujours en tête l'application qui va en être faite en fonction des techniques d'application, que ce soit l'adhésif, l'utilisation de pochoirs, tel ou tel caractère va faciliter ses usages. Donc voilà, ce type de caractère, on sait, en rondeur. Parfois on intègre des stencils, mais voilà, ça sert le propos et ça permet au moment de la mise en application de ne pas avoir de problématiques particulières. Donc des formes assez simples autour du cercle, du carré, du triangle. Pareil, des couleurs, un choix de couleurs très simple et très libre. Et pareil, commencer à travailler autour des pictogrammes qu'on va retrouver aussi dans l'école, dans le groupe scolaire. Donc des personnages assez ludiques. Travailler pareil tout en rondeur, il y a une vraie cohérence entre la police de caractères et la gamme de pictogrammes. Le langage graphique, les premières bases posées. Voilà, on sait qu'avec quelque chose d'assez simple, un langage très simple, avec des combinaisons, des superpositions, un travail sur les échelles, un travail sur les matériaux, on a déjà la base qui va nous permettre de positionner le langage graphique du bâtiment. Voilà ce que ça peut donner, des combinaisons. Après, les combinaisons sont multiples, des superpositions, des trames. Voilà, jusqu'à arriver à des éléments un peu plus avec du texte, où là on a vraiment le langage graphique, les pastilles, les éléments graphiques qu'on va utiliser et le texte. Donc voilà, des points de rencontre. Voilà quelques applications. Donc on se rend compte aussi qu'entre ça c'est au grand dam des architectes et un peu moins des designers, c'est que
voilà, une fois que le bâtiment est livré, après les usagers s'approprient le lieu, et heureusement. Et donc voilà. En gros, l'idée c'est de positionner une signalétique pour qu'elle remplisse sa fonction, qu'elle oriente, qu'elle renseigne, mais qu'elle ne vienne pas non plus perturber non seulement l'architecture, et puis après on sait bien qu'il faut laisser des zones d'expression pour que les écoliers, l'équipe pédagogique puissent se positionner sur les rangs et investir le lieu. Pareil, le positionnement des pictons, on est sur des échelles quand même assez imposantes. Donc on voit pas très bien ici, hein. Mais en gros, le rapport d'échelle, on est sur quelque chose à peu près 1,50 m, 2 mètres de haut. Ensuite, des éléments pareil, typographiques, la typo, le marquage, qui vont venir être utilisés dans le bâtiment. Donc plutôt que d'utiliser une horloge assez simple, voilà, on a proposé ce type de marquage. En plus, on en profite pour mettre notre petite signature, Uniconu, sur le bâtiment. Voilà, on retrouve l'horloge, qui s'inscrit dans le même déploiement, le même langage graphique, le même code typographique et graphique. Et on retrouve les fameuses zones d'expression déployées ici, donc qui sont utilisées vraiment comme nous on l'avait pensé, mais on voit vite que ça déborde à un moment donné, mais c'est normal et c'est plutôt bien. Donc voilà, ce genre de... Je parlais des murs d'expression, donc c'est des outils qu'on met en place pour que non seulement les écoliers, mais aussi, enfin, surtout le corps pédagogique, enfin, les instituteurs, les institutrices puissent positionner une sorte de tableau d'affichage, ils puissent positionner leur dessin. Donc on voit, je le montrais juste avant, mais ici, voilà, ce genre de zone, on va dire dans son utilisation la plus respectueuse, enfin, ce qu'on avait imaginé. Et puis après, des utilisations ici, on voit où ça déborde complètement, c'est pas plus mal. Et ici, ce genre de choses. Voilà, en fait, ça devient vraiment c'est l'ensemble du bâtiment qui devient une zone d'exposition. À un moment donné, les vitres, les murs, les zones de transparence qui étaient prévues, enfin, voilà, pensées par l'architecte, entre à un moment donné ce premier rideau en vitre qui permet la transparence, avec une vision sur le deuxième rideau où on retrouve du béton, du bois. Voilà, ces transparences, à un moment donné, elles sont un peu perturbées par des affichages sauvages, mais c'est la vie, voilà, c'est la vie d'un tel établissement. Et donc là, je vous ai présenté un peu tout ce qui se passait à l'intérieur du bâtiment. Et deuxième mission, là on est un peu au-delà du design signalétique. On est sur ce qu'on appelle du design, aujourd'hui du design actif. Donc l'idée c'est de donner des outils graphiques pour que les écoliers, quand ils se retrouvent en récréation, aient envie, voilà, de faire du sport, de s'amuser, de courir. Donc voilà, positionner des éléments à partir d'un langage graphique commun. L'application est un peu différente, les échelles sont un peu différentes, mais on vient se positionner sur la cour de récréation. Donc avec des outils, des ateliers très simples, hein, comme celui-ci, la marelle, la fameuse marelle qu'on retrouve très souvent. Ici, donc positionné sur la cour de récréation et avec un dialogue entre la partie vitrée, donc ce travail autour de la poésie, de chiffres, de signes. Parler du deuxième rideau qu'on retrouve derrière, avec ses projections. Là on le voit un peu mieux, je ne sais pas si vous le voyez bien, et on voit les projections du premier rideau sur le second. Donc en fonction des heures de la journée, ce qui est rigolo, c'est que tout bouge, voilà, c'est mouvant en fait. C'est un travail vraiment avec la lumière. Donc, une fois c'est sur le sol, une fois sur les murs, et ça bouge en fonction des heures de la journée. Et donc je parlais de ce design actif. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir des ateliers mis en place
pour que les enfants aient envie de s'amuser, de jouer, de sauter. Et on se rend compte que ça fonctionne plutôt pas mal. C'est une bonne chose. Ce genre de choses. Donc des petits parcours. Ouais. Parcours ludiques. Après, c'est l'usage, on ne définit pas vraiment les usages dans ce genre d'installation, donc après, on regarde et on voit comment ça se passe. Donc, ça peut créer des zones de rassemblement, d'échange, d'autres, voilà, des parcours où ça court, ça crie, voilà, en tout cas, il y a une vraie, on se rend compte qu'il y a une fonction et que dès l'instant où on installe ce genre de choses, les écoliers sont vraiment restés, voilà, ils sont en attente de ce genre de choses et voilà, ils l'utilisent bien comme il faut. Donc on voit ici le dialogue entre le travail de l'architecte, pareil, ici on a beaucoup travaillé sur le rond, sur la trame ronde, et voilà, c'est en réponse à ce travail en tant qu'architecte, des architectes. Voilà, l'ensemble des... peut-être le voir, je reviens juste 2 minutes. Voilà, on la retrouve ici, on le retrouve sur la maquette. Voilà, on retrouve ici, là. Et là. C'est peut-être un peu plus dangereux. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de plainte, donc je pense que ça se passe pas trop mal. Voilà, il y a vraiment ce dialogue entre l'intérieur et l'extérieur, le travail de la typo, ce fameux travail autour du positionnement de phrases sur les parties vitrées, le dialogue avec l'extérieur de la cour. Ce genre de choses, pareil, design actif, parcours ludique. Donc voilà, quelque chose aussi d'assez fort et assez présent sur le groupe scolaire Claude Divin, c'est ces fameuses zones d'expression, voilà, qui viennent prendre le relais des parties vitrées. Donc l'idée, c'était vraiment positionner ces murs permettant et de mettre à disposition des craies. Donc voilà, il y a le pendant un peu du parcours actif, du design actif, très sportif, et voilà, et ce côté un peu expression, mettre en place des outils d'expression qui permettent aux écoliers de pouvoir dessiner sur les murs de l'école, et puis d'être facilement changeable, lessivable, on recommence, même si on voit qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de superposition, et graphiquement ça crée même des choses vraiment très riches, très intéressantes, très jolies à voir. Voilà, mais on voit donc ces séquences vitrées, transparentes, avec vue sur l'intérieur de l'école, les parties pleines avec ces murs d'expression, où on a un travail, voilà, on
on engage on guide un petit peu entre guillemets en mettant deux, trois mots, s'il te plaît, dessine-moi un mot, dessine-moi une émotion, dessine-moi, etc. Voilà, clairement, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Peut-être travailler autour de cette thématique du mot, de l'émotion, mais vraiment une zone d'expression et il faut y aller, quoi. Dessiner. Pareil, on se rend compte que ça fonctionne plutôt pas trop mal. Donc, toujours avec l'application du Playtime dans sa version Bold, avec des petites coquilles avant que le caractère soit réglé. Voilà, il y a une inversion dans l'apostrophe. Et donc voilà une classe type, quand tous les écoliers sont dans la cour en train de s'amuser sur le design actif, ce qui est plutôt une bonne chose pour nous. La petite utilisation aussi pour le clin d'œil de la police de caractère sur ce qui sert de plaque d'inauguration, au moment d'inauguration de la petite école. Claude Dillin, je pense qu'il est décédé depuis, mais il était maire de Clichy, je pense qu'il était très apprécié, d'où le nom du groupe scolaire Claude Dillin. Voilà, et le moment d'inauguration du lieu. Et voilà, merci à vous, merci pour l'écoute. Oui, on le voyait juste avant dans un écran. Essayer de le retrouver, peut-être un peu loin. Mais oui, ça fait partie. Voilà, on le voit ici. Voilà. Donc il a été un petit peu recouvert. Mais je pense que ça, voilà, ça change, ça doit bouger au gré des travaux qui sont faits. Et ici, c'était aussi l'idée d'avoir une petite quelque chose, voilà, une petite alternative à la plaque d'inauguration classique qu'on peut retrouver dans beaucoup de lieux. Voilà, je pense qu'on a. J'ai fait le tour, c'est bon pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur Madame la directrice. Moi j'ai une question. Je me remarque une question. La remarque, c'est que ça fait du bien dans de la signalétique qui ne contraint pas les gens. C'est d'habitude l'image qu'on a de la signalétique, c'est les aéroports, donc c'est plutôt pour gérer des grands flux de population. Et avec des choses où on dit qu'on utilise le moins de signes possible pour être le plus compréhensible possible, dans une espèce de minimalisme un peu sec. Là, je trouve que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a une générosité, il y a un côté un peu farfelu dans l'usage des signes et qui devient très ludique, qui sont assez étonnantes par la cinématique. Je ne sais pas si vous avez travaillé comme ça dans d'autres projets aussi. On va dire que là, sur ce projet, sur ce type de projet, la dimension d'orientation, de signalétique pure et dure, c'est-à-dire orienter les gens, se dire il ne faut surtout pas qu'ils se perdent parce que sinon on va créer du stress, ça va être problématique. Les flux, pareil, les gens ne passent pas en courant, ils arrivent tranquillement. Donc la dimension d'orientation, la fonction première de la signalétique, on la dépasse sur ce genre de projet, on est plus sur de la décoration, entre guillemets, sur de la minoration. On se positionne, on raconte des choses, une histoire, un peu de poésie, voilà, mais cette dimension d'orientation, vraiment d'information, elle est peu présente. Donc, voilà, sur d'autres projets où il y a vraiment ce besoin d'orientation, de repérage, voilà, on est sur des codes graphiques qui sont un peu différents, beaucoup moins ludiques. Là, on est vraiment sur des choses très ludiques. Et je pense que c'est des notions qui sont importantes à comprendre parce que c'est aussi un lieu qui est fréquenté toujours par les mêmes personnes. Parce que c'est des questions qu'on s'est posées par rapport à l'école ici. Oui. Est-ce qu'on utilise ou pas? Moi, je suis plutôt pas pour. Oui. Mais parce que je me dis que c'est toujours les mêmes personnes sur mon école, c'est assez rare qu'on arrive du public extérieur. Et dans ce cas-là, ça reste dans un lieu assez accessible. Donc on n'a pas besoin d'indiquer, de surnommer les lieux en fait. Oui. Et là, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que c'est les mêmes élèves
tous les jours dans l'école, donc une fois qu'ils se confrontent sur les toilettes où est leur classe, en fait, il n'y a pas besoin de marquer tout le temps. Non, non, bien sûr. Bon, au bout d'un moment, je pense qu'ils ont... je ne sais pas comment exactement fonctionne. Je pense qu'à cet âge-là, ils ont leur classe à eux, même si j'en suis presque sûr, et ils viennent tout le temps dans la même salle. Donc effectivement, hormis le fait que le public qui vient de temps en temps pour les conseils de classe, les réunions de parents, ils doivent identifier des lieux. Ouais, cette dimension-là, elle n'est pas vraiment nécessaire. Quoi. Je pense pas. Et ouais, alors ça participe vraiment à la décoration, on va dire, du lieu, au-delà de comme je disais tout à l'heure, de l'orientation, du repérage. C'est vrai qu'une fois, il y a quand même tous les ans, normalement, voilà, il y a des nouveaux étudiants, des nouveaux écoliers qui arrivent, des nouveaux parents qui arrivent. Donc il y a cette dimension de repérage, mais qui se fait peut-être une fois, deux fois, peut-être pour une semaine, une fois qu'on a repéré, après on sait où se trouve la cantine, on sait où se trouve la cour de récréation, comment y accéder. Il n'y a pas vraiment besoin d'un acte fort au niveau de l'orientation, effectivement. Et dans ce lieu ici, pareil, ce que vont nous dire les architectes, s'ils ont bien fait leur travail, en général, l'orientation et le déplacement est assez instinctif. Il n'y a pas besoin de remettre du signe, d'en mettre partout et de mettre des placards pour que les gens ne se perdent pas. Enfin, sur ce type de lieu. Voilà, exactement, on n'est pas dans un aéroport, on n'est pas dans une gare. Je trouve que c'est une distinction qui est importante à comprendre quand on dit le terme signalétique. Souvent, on a une vision un peu c'est ça. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est ça. Le terme signalétique, nous, on n'aime pas trop l'utiliser parce que c'est un terme un peu fourre-tout. Et quand on parle de signalétique, on voit tout de suite les gros panneaux d'orientation dans la rue, alors que bon, là, on est plus sur du graphisme de signalétique. Voilà, on est vraiment sur... Oui, il y a plus cette dimension graphique. Prise de position de l'espace, de mettre de la couleur, d'amener un langage graphique un peu ludique. Ça participe aussi à l'ambiance du lieu. C'est le côté ludique, le côté d'avoir des installations sportives, un peu sportives, ludiques. Voilà, ça crée, ça permet de donner une atmosphère au lieu. Et la collaboration avec les architectes, est-ce que c'est plus une discussion que vous avez ensemble ou c'est des propositions que vous apportez et eux après vous les retours Il y a toujours une discussion, comme je le disais, sur ce type de projet où on est sur un concours. Voilà, eux, ils ont une remise concours à faire et donc ils nous demandent, ils nous disent voilà, nous, nos idées directrices par rapport à ça. Donc, dans ce cas-là, c'était créer un groupe scolaire très proche de la nature, avec beaucoup de transparence, même s'il est dans la ville, je le disais, il y a beaucoup de forêts aux alentours, donc c'était leur acte fort, c'était ça. Créer de la transparence, le fait qu'il y ait pouvoir voir l'intérieur, l'extérieur, sur certains endroits, pas partout. Donc, ils nous ont donné quelques clés, la matérialité aussi, enfin, voilà, l'usage de la brique en extérieur, du béton en intérieur, beaucoup de bois, beaucoup de verre. Voilà, il y a de façon de fait, pour la phase concours, il y a ce dialogue où on doit vite remettre une petite intention de ce qu'on imagine. Et une fois que le concours est gagné, validé, là on rentre vraiment dans la discussion avec les architectes pour travailler sur les détails, sur les techniques, sur le langage graphique, voilà, sur le programme. Ils nous disent voilà, on va avoir autant de salles, les utilisateurs ont tel âge, etc. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Les couleurs, on va utiliser ce type de revêtement au sol, sur les murs. Donc en termes de choix de matériaux, il faut que ce soit cohérent. Enfin, voilà. Effectivement, ça peut être travaillé en étroite collaboration avec les architectes. Et ils sont, pour beaucoup, c'est jamais dans la... Ça peut être très simple, ça peut être très complexe aussi. Justement, sur cette collaboration, qui peut passer en compte, visiblement. Oui. Est-ce qu'à un moment, c'est lui qui dit stop, on arrête de toucher à la communication, et ce sera ça? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est la personne qui a fait la commande générale? Comment ça se passe en fait? Alors, dans les projets d'architecture, c'est très normé. Il y a ce qu'on appelle des phases. Alors, c'est un peu barbare, mais donc il y a l'esquisse, donc ça, c'est ce qu'on disait, c'est le projet, voilà, l'intention, avec quelques crayonnés. Après, on a ce qu'on appelle l'AVP, c'est l'avant-projet. Là, on commence à détailler, à préciser un peu les choses. Quel type, voilà, la police de caractère qu'on va utiliser, les signes qu'on va utiliser, comment on va les positionner. Après, il y a l'avant-projet définitif, où là, on peut encore détailler plus.
Et ensuite, il y a le pro. Et là, le pro, normalement, c'est à partir de ce moment-là, tout est arrêté, il n'y a plus toujours une discussion possible. On peut toujours faire évoluer un peu les choses, mais en général, c'est acté. Et heureusement qu'on ne passe pas 3 à 5 ans à travailler, à se remettre en question. Et comme je le disais, des fois, il y a des petits regrets, parce qu'on aimerait bien revenir au bout de 5 ans sur le projet en disant là, sur ce détail, sur cette chose-là, même si l'intention globale reste la même, on aimerait bien faire évoluer. De temps en temps, on peut, sur certains points, on peut, et sur d'autres, on ne peut pas. Voilà. La remise, le pro, il a été validé comme ça, en l'état, et on y va comme ça. Oui. Sur tous les projets, vous travaillez tous ensemble de l'atelier télescopique ou vous partagez les... Alors oui, j'ai oublié de le préciser. Effectivement, tous les projets en fait sont toujours, il y a des phases pareilles, et quand on prend un projet, il y a toujours une phase de travail collectif. On travaille tous ensemble sur le projet, sur les grandes décisions, sur l'écriture des concepts. Et ensuite, il y a un leader qui prend le projet en main en fonction des disponibilités de chacun, qui se met sur le projet. Et en fait, il y a des moments de validation commune, régulière, voilà, sur le projet. Mais en général, en fonction du temps, voilà, des plannings de chacun, il y a un designer, un leader sur le projet. Et les autres qui gravitent autour en fonction des compétences nécessaires. Dès qu'il y a un besoin un peu plus marqué sur de l'illustration, par exemple, Xavier est en renfort sur le projet. Quand il y a un besoin un peu plus sur l'écriture d'une nouvelle police de caractère, c'est moi qui interviens un peu plus sur le projet. Voilà. Une question plutôt business, parce que c'est un gros travail, Oui. C'est du temps, c'est boulot, c'est dans le cadre d'un 1% artistique. Non, là on est vraiment co-traitant ou sous-traitant, voilà, c'est du design, c'est de l'honoraire de création, en fait. C'est autre chose, on n'est pas dans le 1% artistique. Il peut y avoir un 1% artistique, je sais qu'il y a des designers aussi qui se positionnent sur de l'enseigne, sur des installations un peu spécifiques, mais c'est autre chose. Là on est vraiment dans l'enveloppe du contenu. Donc ça veut dire que c'est des architectes avec lesquels vous bossez souvent en fait. Oui, en général, voilà, il y a des équipes qui se mettent en place, il y a des process aussi qui se mettent en place avec les années. Donc on travaille souvent avec les mêmes architectes. Après on est amené à travailler aussi avec des nouveaux architectes. On est souvent sollicité parce que il y a le côté, c'est comme pour les architectes en fait sur ce type de projet, il y a le côté hyper de création, de conception. Pour les architectes, je ne vais pas dire de bêtises parce qu'il n'y a que qui pourraient le dire, mais le pourcentage entre la part créative et la part de suivi de projet, de développement de projet, de gérer toutes les équipes, c'est très peu en fait la créativité. Pareil, au design là, le pourcentage entre la créa et après tout le suivi, le développement du projet, jusqu'à la livraison, la fabrication, la pose, le rapport il est ce qu'il est. Ouais. Il faut essayer d'avoir, il faut maîtriser tout ça et être prêt à s'engager sur un travail. On en parlait tout à l'heure, hein, c'est presque proche du développement d'une police de caractère. Quoi. Il faut être un peu très rigoureux, essayer d'être. Nous, ça nous convient. On prend beaucoup de plaisir à travailler sur ce genre de projet, même si c'est des projets qui sont très longs. Mais voilà, on travaille sur des échelles complètement différentes. On rencontre des gens qui travaillent dans d'autres univers. Voilà, c'est hyper enrichissant. Mais il faut être prêt à s'engager en tant que designer sur des projets sur de très longue durée. Et puis de se frotter à ça, à toutes ces problématiques de choix de matériaux, choix d'application, qui ne sont pas anodins. Pardon. Je voulais savoir sur les vitres, vous avez dit que c'était de l'adhésif translucide et opaque. Oui. Et je voulais savoir si c'était le même matériau qu'avait utilisé pour la signalétique à l'intérieur. Et savoir aussi comment avaient été réalisés les marquages au sol. Alors, donc tout ce qui est marquage sur les parties vitrées, effectivement, c'est de l'adhésif, de la découpe adhésive. Le blanc, c'est un adhésif, je vous disais tout à l'heure, opaque, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas passer la lumière. Le orange, c'est ce qu'on appelle un cristal ou un translucide, lui va laisser passer la lumière, donc il va se créer des... on ne va pas être sur du vitrail, mais il va se créer des jeux de projection au sol sur les murs.
À l'intérieur, c'est pareil, tous les marquages sont, je ne pense pas me tromper, mais tous les marquages sont faits en adhésif aussi. Par contre, là, on n'est pas sur du... Alors, pardonnez-moi, je rentre peut-être dans des termes voilà, un peu techniques, mais on n'est pas sur des adhésifs teintés dans la masse. À l'intérieur, je crois qu'on était sur une impression numérique sur l'adhésif avec une découpe, et après, on peut se positionner sur les bords. Est-ce que j'ai répondu à tout ta question? Oui. Oui. Ah non, le marquage extérieur. Et extérieur, en fait, ça dépend. Ça dépend des types d'ateliers. Par exemple, l'atelier Marel, là, c'est réalisé à l'aide de pochoirs, par exemple. L'atelier le grand terrain, là, on est plus sur du tracé. Pareil, ce type d'atelier, il y a des sociétés qui sont spécialisées, mais il n'y en a pas des milliers non plus. Donc il faut essayer d'un peu pervertir certains métiers. Nous, je sais qu'on travaille, on a commencé à travailler avec des sociétés qui étaient spécialisées dans le marquage urbain, voilà, qui faisaient des routes, des passages protégés, piétons, etc. Et on est allé leur voir en leur demandant de faire ce type de projet. Et au début, ça va être un peu falloir trouver les bons process, on s'organise pour essayer de travailler sur ce type de projet. Et au final, ouais, ils s'éclatent aussi à trouver des techniques, à trouver des moyens de... Parce que là, c'est assez simple, hein, mais on va travailler sur des choses beaucoup plus complexes à mettre en œuvre. Et voilà, ils trouvent toujours des moyens techniques directs. Et voilà, on cadre quand même, on a des dessins techniques avec voilà, le moyen de réaliser les dessins, les choses. Donc voilà, pochoir ou tracé manuel avec de la ficelle, avec des cordes, ce genre de choses. Donc si l'intérieur c'est aussi de l'adhésif, ouais. C'est encore sur l'idée de modulaire, ça peut évoluer selon la fonction des salles et les années, ou c'était juste pour le moyen? Là, le moyen, comme il y avait en fait des superpositions de couches, de transparence, ouais, c'était le meilleur moyen, et des couleurs qui se mélangeaient, c'était le meilleur moyen technique d'y arriver. Et aujourd'hui, les marquages adhésifs sont presque aussi dans le temps aussi longtemps que des marquages de peinture. L'idée aussi, c'est d'éviter le double emploi, parce que les marquages peinture sont faits aussi à l'aide de pochoirs. Donc mettre un pochoir, mettre en peinture, enlever le pochoir. Et effectivement, il y a aussi cette dimension de... On peut remplacer, voilà, c'est remplaçable sans altérer trop le matériau, le béton ou quoi. Ça peut évoluer, ça peut être remplacé. On voit à un moment donné, pardon, si voilà, ça, c'est ce type de choses, le travail des architectes, on sent qu'il y a vraiment voilà, un discours, un langage commun avec ce qu'on a pu mettre en place. On s'est servi aussi du travail des architectes pour développer le langage graphique. On voit le radiateur qui est derrière. On peut aussi faire l'inverse. Comment? On peut aussi faire l'inverse. Là, vous avez pris le matériau qui est comme ça, ouais. Mais ça nous arrive aussi, moi je le fais aussi, de faire un motif pour cacher le radiateur. Et du coup, oui, c'est pas un toit, c'est mais c'est un dialogue aussi, effectivement. Soit de jouer avec ce qui existe déjà, c'est peut-être un truc un peu standard celui-là. Et effectivement, d'avoir à la différence du papier, c'est qu'effectivement on travaille avec le matériau même et encore plus maintenant qu'il y a quelques années. Quoi, mais... Ah, ça c'est l'idéal, mais c'est la force aussi de ce type de projet où on est vraiment dans la phase concours, donc dès le départ du projet, donc vraiment travailler sur le matériau directement, travailler le marquage dans un béton par exemple, avoir une empreinte dans le béton, plutôt éviter d'ajouter des supports complémentaires, des adhésifs, des couches de peinture. Si on peut travailler directement sur le matériau, c'est l'idéal. Mais il faut être en début du projet et pouvoir dialoguer avec les architectes pour mettre ce genre de choses en place. Si on arrive en bout de chaîne, là c'est compliqué. Une question? Le mot de la fin. Le mot de la fin, qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure? Je suis ravi d'être avec vous. N'hésitez pas à consulter les deux petits pages d'information, je les laisse à l'école.
Et vous aviez une très belle bibliothèque, donc j'espère qu'il trouvera une bonne place. Sur ce projet en particulier, on a pris beaucoup de plaisir effectivement à travailler. Travailler sur les usages aussi, c'est intéressant de voir les comportements des écoliers post une fois que le travail a été fait. Parce qu'on ne sait jamais si ça va fonctionner, si ça va remplir la fonction, ça va les intéresser. Et on se rend compte qu'effectivement, en général, ça fonctionne plutôt pas mal. C'est mission réussie. Et je pense que ça enrichit, même si je disais, travailler avec les architectes, c'est pas toujours simple. D'un moment, ils se rendent compte aussi que le travail du designer, graphiste, il a sa place à prendre aussi dans les bâtiments, dans l'architecture de manière générale. Voilà. Merci.